Le titre est un petit peu compliqué, un petit peu ambitieux. Je l'ai appréhendé qu'après l'avoir soumis. Diffusion, migration, transition, dynamique des changements comportementaux dans la préhistoire africaine. Sur ce, c'est à la fois très compliqué, et donc on va essayer de le simplifier, et aussi c'est qu'on connaît finalement assez peu de choses. Hein. C'est toujours pareil, c'est un puzzle. Donc je vais vous donner quelques pistes sur les migrations, les transitions culturelles et la diffusion technique, culturelle à travers l'Afrique, plutôt à la fin de la préhistoire, parce qu'au début de la préhistoire, on a du mal à connaître tous les paramètres qui ont joué en cause, mais je vais commencer quand même par un rappel sur justement la première intervention que j'avais faite sur les premiers hommes et premiers outils. Et c'est juste à titre d'exemple pour vous dire aussi qu'on a peu de données et qu'il faut finalement travailler à une échelle assez locale et qu'on a du mal à modéliser au niveau continental, par exemple. Vous dire qu'un des concepts qui émerge, c'est d'essayer de se représenter de la construction d'une niche autour de l'évolution de l'homme, c'est-à-dire de l'ensemble des transformations que l'homme va faire et va faire subir à son environnement, et la relation entre l'homme et son environnement. Et donc il y a ces concepts qui sont assez récents. On a essayé de l'appliquer un petit peu sur justement les premiers outils et l'oldowien dont je vous ai parlé la première séance. Donc il y a par exemple le concept de niche oldowayenne qui correspondrait à justement cette niche culturelle originelle, la première, de l'homme. Donc la bipédie, par exemple, aurait permis la libération des mains et des bras pour faire autre chose que de grimper aux arbres, et donc de développer des nouvelles activités. Et ça, c'est lié naturellement à une pression environnementale qui a fait une pression, une sélection sur l'homme, et qui lui-même va faire des actions sur son environnement. Donc c'est un cercle un petit peu vicieux, là c'est un petit peu flashy, mais il y a une réponse aux pressions de l'environnement qui changent, et il y a à la fois une pression sélective, et génétique et morphologique, etc., par exemple des adaptations anatomiques, mais aussi des adaptations cognitives qui permettent, avec l'ouverture du milieu, par exemple, d'anticiper un petit peu plus pour aller se procurer à manger, etc. Et l'augmentation de ces adaptations, elles-mêmes vont augmenter les aptitudes techniques, puisqu'il faut s'adapter à cet environnement. Et ainsi de suite, comme ça, et on va adapter donc les attitudes au niveau de la fabrication des outils, au niveau du transport des carcasses, de la façon dont on va dépecer ces carcasses, etc. On va avoir un régime plus carné, etc., et même va nous renforcer, et hop, on va avoir une nouvelle sélection, et ça tourne en rond. Donc ça, c'est un concept qu'on essaie certains essayent. Donc là, à l'échelle de la vallée du Rift, puisque ça s'est passé ici au tout début, bon, on a quelques quelques précisions quand même sur l'environnement, puisque une grande partie des critères de sélection, d'adaptation, etc. sont liés aux pressions environnementales. Donc on a des reconstructions un petit peu paléo-environnementales et paléo-climatiques, en particulier à cette période autour de 2 millions d'années, grâce à des sites dans la vallée de l'Omo, par exemple, où on voit bien l'évolution des faunes et des milieux sur les millions d'années qu'il y a au niveau de l'émergence des premiers représentants du genre Homo. Donc avec une ouverture du milieu, et donc des adaptations, et donc la fabrication des outils. Bon, c'est simplifié, hein. Donc, mais c'est pour vous dire que là, on est sur une échelle très locale. Il convient dans tous les cas, que ce soit pour les premiers hommes dont je vous parle là très brièvement, à titre d'exemple, parce que il y a 2,6 millions d'années, donc vous imaginez bien que les données sont assez éparses. Oui, éparses. Mais la même chose va se passer pour les différentes périodes culturelles et évolutives de l'homme au cours de la préhistoire, et en particulier par rapport au Middle Stone Age dont je vous ai parlé tout à l'heure, et l'émergence, pas tout à l'heure d'ailleurs, la semaine dernière, par rapport à l'émergence de notre espèce d'Homo sapiens. Donc dans tous les cas, il y a ce facteur environnemental et tous les changements culturels,
Et la construction d'une niche représente ça, c'est-à-dire une évolution morphologique, sociale et écologique, etc. Donc en réponse aux pressions de l'environnement. Sélection, spéciation, adaptation, changements comportementaux. Tout ça est intégré et lié, naturellement. Donc, je vais essayer plus particulièrement de vous parler, on va voir tout à l'heure, de cette période assez récente de la préhistoire, parce que c'est là où on a le plus d'enregistrements, naturellement, hein. On a un peu plus de données. Et au final, vous allez vous apercevoir qu'on a peut-être plus de données, mais on a encore beaucoup de points d'interrogation, naturellement, surtout en ce qui concerne l'Afrique, puisque l'Afrique est un continent assez particulier. Alors, pour appréhender ces changements environnementaux, il convient naturellement de partir du climat et de la végétation actuelle qu'il y a en Afrique, qui est un référentiel très important pour la reconstruction du passé. Donc, la topographie les climats, la végétation africaine, que vous connaissez en grande partie, hein, il y a les grandes forêts équatoriales, il y a les zones méditerranéennes au nord, et on pourrait mettre l'Afrique du Sud aussi en bas. Il y a les déserts du Namib, déserts du Sahara, naturellement. Et tout ça est lié, dominé par une différence liée aux précipitations, essentiellement. Et plus aux précipitations qu'aux températures, comme ça peut être le cas, par exemple, en Europe. Hein, cycle glaciaire, interglaciaire, on joue plutôt sur les températures. Et tout ça est lié à l'influence, c'est un petit peu technique, mais c'est tellement particulier, à l'influence en particulier des moussons, des masses d'air, en fait, des courants de masse d'air et des courants, des masses d'air et des courants océaniques. Et en particulier l'influence de l'Intertropical Convergence Zone. Je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai mis en anglais, parce que j'ai l'habitude de parler en anglais, puisque ça existe en français, naturellement, la zone de convergence intertropicale. Alors, et il y a les vents, les alizés, etc. Alors, ça correspond, en effet, si on voit un petit peu tout ça, on est actuellement. Hein, donc, les mécanismes qui régulent le climat africain, c'est principalement les précipitations, avec les courants océaniques et les températures de surface de l'eau. Les masses d'air, comme la zone alors en français, j'y arrive pas, la zone de convergence intertropicale, que vous connaissez, hein, malgré tout, c'est la masse d'air, hein, qui est autour de l'équateur, et où les vents se rejoignent. C'est ce que connaissent beaucoup pas en Afrique, mais en mer, les marins, hein, le poteau noir, comme on entend souvent les navigateurs. Enfin bon, je ne vais pas parler de navigation, j'y connais rien. Et il y a aussi les alizés qui viennent sur la côte occidentale du continent et qui se rencontrent, hein, la limite frontale entre sec et humide au niveau du nord-ouest de l'Afrique. Et à l'est, il y aura plutôt l'influence des moussons. Donc tout ça pour vous dire que c'est un jeu de masse d'air, de courant, etc., et que c'est très compliqué. Et quand on regarde cette zone de convergence intertropicale dont je vous parlais, hein, ce poteau noir, si vous voulez, il apparaît qu'il varie au cours du temps. Il varie saisonnièrement, premièrement, hein, c'est pas le même entre l'hiver ici et l'été, entre janvier et juin. Il y a un balancement nord et sud. Si vous allez, je ne sais pas, en Éthiopie au mois de juillet, peut-être que vous y êtes déjà allé, vous êtes en pleine pluie tropicale. C'est lié à ce balancement, hein. Et au contraire, en janvier, il fait très sec. Voilà, donc il y a un mouvement récurrent qui se balance. Et une des choses fondamentales, c'est que ce balancement est donc un des principaux facteurs de changement climatique. Et un des enjeux est de suivre ce balancement, puisqu'il a changé au cours du temps, de suivre au cours du temps, donc tout au long de l'histoire, de la préhistoire. Et ça, on s'est aperçu, et c'est tout récent, c'est pour ça qu'on ne connaît encore pas grand-chose, que ce phénomène est forcé par un cycle de précession, qui a un cycle de 23 000 ans, la précession des équinoxes. Alors pour rappel, peut-être que là je vous parle un petit peu chinois peut-être, mais je vous rappelle juste que il y a trois grands paramètres. Enfin, il y a des paramètres qu'on appelle les paramètres orbitaux qui régissent un petit peu le climat sur Terre.
et qui ont des cycles différents. Alors, vous avez l'excentricité, donc c'est lié à l'insolation finalement, hein, à la position de la Terre par rapport au Soleil. Vous avez là l'excentricité orbitale, c'est-à-dire la silhouette de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui n'est pas la même au cours du temps et qui a un cycle de 100 000 ans. Et c'est pour ça, c'est le facteur principal en Europe, par exemple, pour les glaciations et interglaciaires. Tous les 90 et 10 000 ans, on a une période glaciaire, donc tous les 100 000 ans. Voilà, c'est cyclique. Il y en a un deuxième qui est l'obliquité axiale, donc je passe très vite, hein, sauf que vous savez bien que l'axe de la Terre a varié au cours du temps, donc l'angle a varié, donc là encore la position et l'insolation par rapport au Soleil n'est pas la même. Donc lui aussi, il a un cycle qui est plus court de 41 000 ans, qui a joué aussi dans les facteurs climatiques et dans l'évolution du climat au cours du Quaternaire. Et il y en a un dernier qui est encore plus compliqué, mais qui est facile à comprendre, c'est justement cet axe. Non seulement il a changé d'angle, mais en plus il s'est baladé. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle donc la précession des équinoxes, qui est le changement donc dans la direction d'axe de rotation de la Terre. Et ce cycle, c'est récent, hein, ces 10 dernières années, on s'aperçoit que ce cycle, ben là, c'est lui, ce paramètre est le plus important pour le climat et les changements climatiques. Donc en fait, on est au début parce qu'on n'a pas encore bien compris tous les mécanismes, naturellement, puisque avant on pensait pas. On pensait toujours en ère glaciaire, interglaciaire, sauf que ça marche pas pour l'Afrique. On n'est pas sur le même registre. Donc le défi à venir plutôt, parce que là on a encore peu de recul, vous allez le voir, hein, même si on essaye d'avoir beaucoup de proxy, d'enregistrement, c'est de retracer l'évolution de cette zone de convergence intertropicale pour essayer de reconstruire le climat du passé, donc notamment avec ce cycle de 19 000 ans. Donc pour ça, on a plusieurs moyens, on a plusieurs enregistrements. Le premier, que vous connaissez aussi sans doute, c'est la stratigraphie isotopique, c'est-à-dire qu'on va regarder la variation du ratio entre l'oxygène 16 et 18 de l'isotope de l'oxygène, qui varie considérablement, et plus il pleut, plus ce taux est haut, plus on est dans une zone pluvieuse, enfin on est dans une période de pluie ou glaciaire ou interglaciaire, et plus il est bas, inversement. Donc on a comme ça ces stades notés de 1 à je sais pas combien, 22 pour une partie du Pléistocène. Et chaque numéro impair, hein, par exemple, est plutôt interglaciaire, et tout ce qui est pair va être glaciaire. D'accord ? Donc c'est assez connu, et ça, on retrouve ça dans les carottes marines, dans les carottes de glace, et aussi dans les stalagmites, les stalactites, etc. Donc on arrive comme ça à avoir un bon enregistrement des précipitations et aussi du climat qu'il y avait à l'époque. C'est pas le seul, naturellement, hein, il y en a d'autres, il y a plein de paramètres, il y a aussi le paramètre, naturellement, les biomarqueurs, qui vont être les pollens, la faune, la microfaune, etc., qui vont vivre dans tel ou tel endroit, et naturellement, ils sont représentatifs de milieux, ils vivent pas n'importe où. Donc tout ça, c'est plein de proxys, d'enregistreurs, il y en a encore plein d'autres, hein, mais ce sont des enregistrements qu'on essaye des marqueurs qu'on essaye, en tout cas que les paléoclimatologues essayent d'avoir pour reconstruire ce climat. Ce qui est très important après, encore une fois, puisqu'on parle de diffusion et de transition quand même à la base, pour marquer justement les facteurs qui ont pu aider aux changements comportementaux durant toute la préhistoire. Comportementaux et anatomiques, hein. Je vous rappelle, tout est lié. Très bien. Alors, pour vous dire que en Afrique, c'est clair, jusqu'au Pléistocène supérieur, c'est-à-dire jusqu'à 130 000 ans environ, on a peu d'informations, on a peu de données, c'est très local, c'est très difficile d'avoir une reconstruction. On sait qu'il y a des changements qui se répètent et qui sont assez importants. On va passer très vite de périodes très chaudes à très arides, à des périodes beaucoup plus humides.
très rapidement, un peu sur le modèle glaciaire-interglaciaire. Mais bon, donc il y a des réponses naturellement qui sont faites, en particulier sur, c'est peut-être lié, la diversité dans la ligne humaine dont on a parlé la semaine dernière. Vous vous rappelez, cette émergence d'Homo sapiens en Afrique, c'est graduel, et puis il y a quand même des espèces, on a parlé d'Homo rhodesiensis, d'Homo helmai, enfin il y a plusieurs espèces comme ça, des fossiles qui représentent des caractères un petit peu différents, et donc il y a un foisonnement de quelques espèces comme ça, on a du mal à savoir, et qui seraient peut-être liés justement à ces mouvements liés au climat. De même, il y a des changements comportementaux assez importants, on l'a vu aussi, à partir de 500 000 ans, par exemple. Vous vous rappelez la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, hein, à partir de 500 000 ans, ou plutôt 300 000 ans, on va dire, à partir de 300 000 ans, il y a un foisonnement d'innovations techniques avec des pointes qui montrent qu'elles ont pu être emmanchées et qui montrent que les techniques de chasse étaient vraiment en plein essor, en tout cas. Donc, et ça contrastait avec l'apparente uniformité qu'il pouvait y avoir avant sur ces bifaces durant l'Acheuléen, etc. Bon, mais j'en parle pas plus parce que finalement les données qui permettent d'appréhender les transitions, les migrations, il y en a peu. Donc on passe au Pléistocène supérieur, à partir de 130 000 ans. Alors là je dis qu'on a une image plus complète, mais en fait elle n'est pas beaucoup plus complète. On a seulement beaucoup plus d'enregistrements un petit peu partout. Vous voyez, des enregistrements à la fois dans des carottes marines et continentales, enfin des enregistrements continentaux, et qui permettent d'avoir une résolution un petit peu plus haute. Bon. Et on a toujours le problème des datations aussi, hein, puisqu'il faut dater. C'est bien de savoir qu'on a des changements climatiques, mais il faut connaître la date. Et la résolution en datation, pour cette période, jusqu'à 40 000 ans, avec le radiocarbone, c'est plus facile. Mais avant le radiocarbone, avant 40 000 ans, on a du mal à avoir une résolution qui est très, très haute. Donc là, juste pour vous montrer, hein, c'est pas la peine, mais c'est une des dernières synthèses qui a été faite justement sur la variabilité région par région, un petit peu au cours de ce Pléistocène supérieur, depuis 130 000 ans, des différentes conditions climatiques qui règnent dans le pays et dans le continent. Et on s'aperçoit que ça n'a rien à voir d'une région à une autre. C'est jamais la même chose. Juste, hein, en vert, c'est en vert, ça doit être sec. En vert, c'est mouillé, c'est humide. Et je sais pas quelle couleur c'est, en beige, là, c'est sec. Donc on voit que au même moment, par exemple sur ce qu'on appelle le MIS5, qui est l'interglaciaire, le dernier interglaciaire en Europe, ben, ça correspond pas. En fait, les cases ne correspondent pas. Donc c'est ce qui montre, et j'ai enlevé une diapo là qui était un petit peu plus compliquée après, ce qui montre surtout que ben, c'est très compliqué, c'est très complexe. Il y a plusieurs hypothèses, celle qui montre que d'ailleurs c'est pas du tout synchrone avec le glaciaire, les cycles glaciaires interglaciaires comme en Europe. C'est complètement asynchrone. Les changements climatiques n'arrivent pas au même moment partout dans le continent, et que finalement c'est une interaction de plusieurs phénomènes, dont la convergence de la zone intertropicale dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, tout ça pour vous dire encore une fois qu'on a du mal à avoir une vision globale et qu'on ne peut pas réfléchir encore, en tout cas, d'une manière continentale à l'échelle du continent, et qu'il faut prendre des points. Alors j'illustrerai justement avec deux terrains sur lesquels je travaille, à la fois en Afrique orientale et en Afrique australe, pour vous montrer un petit peu justement comment on arrive plus ou moins à tracer justement ces diffusions, transitions, etc. En tout cas, d'une manière schématique, ce qu'il faut voir, c'est que les variations climatiques en Europe, en Afrique, ont naturellement des conséquences à la fois en termes génétiques et démographiques. Démographiques, naturellement, puisque quand il va faire plus ou moins sec ou humide, aride plutôt, ou humide, puisque je vous rappelle que c'est plutôt les précipitations, hein, le taux des précipitations qui prévaut en Afrique. Naturellement, on va avoir une expansion des zones humides, des forêts ou de la savane viable. Au contraire, quand ça va être très sec et aride, on a une extension maximale des déserts, en particulier donc des zones désertiques, en particulier
le Sahara ou le Namib plus au sud. Et lors de cette contraction des zones habitables, naturellement, il y a un impact sur la biogéographie, la répartition des faunes, des populations de faune, de grands mammifères, etc., et des hommes, naturellement, et aussi sur la démographie, puisque ça peut morceler le paysage. Et en fait, c'est une des hypothèses aussi, c'est plus qu'une hypothèse d'ailleurs, mais c'est une hypothèse au cours de ces contractions des zones habitables, il va y avoir une fragmentation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit il y a une fragmentation dans différents endroits où justement les groupes humains vont se retrouver en petits groupes. Donc il y a un morcellement, ça c'est la deuxième possibilité. Ou alors il y a une contraction autour d'un seul, ce qu'on appelle zone refuge. Dans tous les cas, ça crée une crise démographique, une crise aussi au niveau du patrimoine génétique, naturellement, hein, donc des zones refuges, et ce qu'on appelle un bottleneck. C'est pas très joli, là aussi je l'ai laissé en anglais parce que sinon c'est goulet d'étranglement. C'est une réduction naturellement assez drastique de la démographie et ce morcellement en différents groupes. Donc je vous ai dit, hein, ça peut aussi expliquer la diversification des différentes espèces humaines, Ergaster, rhodiensis, etc. Et ça peut être aussi une des causes d'émigration, enfin, out of Africa, que vous connaissez, lors des phases de réexpansion démographique. Et en effet, rappel, au niveau génétique, on a tracé, c'est schématique encore une fois, hein, mais l'Ève africaine, entre guillemets, au niveau mitochondrial, autour de 200, 150, 200 000 ans, hein, notre plus récent ancêtre africain, né donc, qui serait plutôt issu d'Afrique de l'Est, voire Afrique australe, on en reparlera tout à l'heure, et qui, au cours de 130 000 ans, il y aurait une première vague de migration à travers l'Afrique et hors de l'Afrique. Je parle d'Homo sapiens, hein, on est Homo sapiens là, hein, on est d'accord. Et en effet, c'est ce qui correspondrait à la première sortie, entre guillemets, avortée, ou on ne sait pas bien, mais d'Homo sapiens, par exemple, au Proche-Orient, avec les plus anciens Homo sapiens hors d'Afrique, au Proche-Orient, à Kafzé ou à Sroul. Bon, et ça, les modèles, donc en effet, là, vous avez au niveau génétique, montreraient qu'il y aurait un bottleneck, donc un goulet d'étranglement démographique, et qu'après, justement, il y aurait eu cette expansion. Alors, à laquelle ça correspond? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs zones refuge ou une? Ça, on ne sait pas naturellement. Ceci dit, là aussi, le bottleneck, il est un petit peu mis en cause, parce que la génétique le montre, on sait qu'il y a une crise démographique à ce moment-là. Au niveau de la variété génétique des populations, on sait qu'il y a une diminution de cette variabilité. Mais on ne sait pas exactement quand, parce que la génétique ne date pas précisément, naturellement. Hein. Bon, il y a des indices, mais sur les taux de mutation, etc. Mais c'est difficile à avoir un âge naturellement. Donc là, on a besoin de dates. Donc, il y a certaines contre-études qui disent, attendez, doucement, même génétiquement, on a du mal à pas voir, la variation génétique serait la même, qu'il y ait un bottleneck ou pas bottleneck, donc à 130 000 ans, c'est trop difficile, c'est trop loin, grosso modo, pour voir vraiment le bottleneck. Donc, il y a discussion. On voit un bottleneck, mais on ne sait pas quand. Peut-être ceux d'après. Ceux d'après, il y a, génétiquement, là aussi, entre 80 et 60 000 ans, on a ce qu'on appelle une réexpansion africaine, donc après cette première émergence entre 200 et 80, et ça serait le moment, à peu près là, autour de 70, 80, 70 000, où il y aurait cette deuxième phase d'expansion hors d'Afrique, d'Homo sapiens, dont vous avez dû entendre parler très récemment, avec la découverte en particulier de ce crâne à Manotte, là encore au Proche-Orient, daté entre 60 et 50 000 ans, on va dire, et qui serait le plus ancien
non pas Homo sapiens hors d'Afrique, hein, on l'a déjà vu, ça c'était avant, mais c'est celui qui correspondrait morphologiquement, en tout cas, aux Homo sapiens, on va dire, d'Europe, du Paléolithique supérieur, à partir de 40 000 ans. Donc ça serait un petit peu l'avant-coureur du Paléolithique supérieur et de cette migration en Europe autour de 40 000 ans. Et parallèlement, donc on sait, alors donc c'est peut-être ce bottleneck, hein, ce goulet d'étranglement démographique et génétique que les généticiens ont mis en avant, qui serait la cause finalement de cette expansion autour de 70 000 ans. Et ça correspondrait, mais alors il y a un bottleneck, très bien, mais qu'est-ce qui maintenant il faut l'expliquer, pourquoi il y a eu une crise. Et donc les archéologues et les généticiens ont dit bon alors très bien, il y a peut-être quelque chose qui se passe autour de 70 000 ans, peut-être que c'est lié à l'éruption dont vous avez peut-être entendu parler, l'éruption du mont Tamba à l'hiver, au mont Tamba en Indonésie, qui aurait donc recouvert un peu une grande partie de l'hémisphère du monde de cendres volcaniques, et c'est ce qu'on appelle l'hiver volcanique. Et donc ça pourrait expliquer cette crise démographique, puisque là ça serait l'hiver, il y aurait vraiment une chute, etc., de température, des conditions assez drastiques, etc. Donc zone refuge, tac, bottleneck, crise qui précéderait justement la dispersion et qui aiderait. Et donc il y a des modélisations comme ça qui montrent justement que la population baisserait beaucoup et que juste après remonterait et pourrait expliquer la contraction de la diversité génétique à cette période, et donc le bottleneck. Il y a peu d'enregistrements de ces éruptions à 70 000 ans, de cette éruption. Il y en a, hein, dans quelques lacs, on a des niveaux de cendres, etc., à 70 000 ans, mais de là à expliquer un hiver, des conditions glaciales, enfin pas glaciales, parce qu'en Afrique c'est pas le terme, mais des conditions assez drastiques en Afrique, c'est assez difficile. En tout cas, ça semble correspondre à l'amorce d'une période beaucoup plus humide dans toute l'Afrique intertropicale. Ça, c'est bien enregistré. Alors, on n'est pas sûr du bottleneck, etc., archéologiquement, mais on sait qu'il y a une période plus humide. On a parlé des microlithes à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous rappelez des microlithes, et je vous ai parlé des microlithes en Afrique australe. En particulier, ce qu'on appelait l'industrie Owisansport, qui est donc des petits segments en pierre, etc., qui n'ont rien à voir, avec ce qu'il y avait avant, rien à voir avec ce qu'il y avait après, et qui, d'un coup, arrivent là, très ponctuellement. On ne sait pas bien pourquoi. Et historiquement, on a toujours pensé que c'était parce que ça correspondait à des changements climatiques, à des groupes qui étaient autochtones là, et à un climat plus ouvert. En fait, rien à voir. Les dernières résolutions, les dernières données, à la fois sur les données des carottes marines qu'il y a pour le climat juste en dehors juste au large de l'Afrique du Sud, et aussi les données, les datations, etc., ont montré que ces 70 000 ans, premièrement, entre 71 et 69 000 ans, qu'il y a cette période microlithe, et que ça correspond à une période beaucoup plus humide. Donc en accord avec un petit peu ce que je venais de vous dire au niveau des conditions climatiques qui changent vers quelque chose de plus humide. Voilà, donc ça c'était un peu l'exemple, l'hiver 70, comme je l'appelle, et de cette crise potentielle, démographique, génétique, etc. Mais c'est encore trop vague. Donc on va passer à quelque chose de plus récent, au niveau, ce qu'on appelle le Big Dry. Enfin, ce qu'on appelle, tout le monde ne l'appelle pas comme ça, mais le Big Dry correspondrait à stade isotopique 2, si on a parlé des stades isotopiques, maintenant vous êtes des pros du stade isotopique, donc le stade isotopique 2 qui correspond en Europe au dernier maximum glaciaire, donc entre 25 et 12 000 ans, d'accord, cette période-là. En Afrique, les conditions sont pas inverses, mais sont assez dramatiques aussi. Pour une grande partie de l'Afrique, il y a une expansion, une aridification assez intense du climat, donc une extension naturellement du Sahara énorme, et la persistance de quelques zones refuges, sans doute,
au niveau tropical, et en particulier, on va le voir au niveau de l'Afrique de l'Est. Et en Afrique de l'Est, c'est la période, soi-disant, en tout cas, puisque les données archéologiques sont très infimes, d'un changement culturel, puisque je vous ai parlé beaucoup du Middle Stone Age, eh ben, après le Middle Stone Age, il y a le Later Stone Age. Et donc il y aurait progressivement ou pas, on ne sait pas bien les modalités d'ailleurs, de cette transition entre le Middle Stone Age et le Later Stone Age qui prendrait effet dans la corne de l'Afrique à cette période-là. Donc, moi, si je m'intéresse aux facteurs de transition, très bien, je vais aller investiguer dans la corne de l'Afrique pour essayer de tracer justement cette transition. Et qu'est-ce que ça représente? Sauf que, on va le voir, cette période correspond à une aridification, je vous l'ai dit. Et qui dit aridification dit, en tout cas dans les grottes en particulier, mais aussi autre part, ben, moins de sédiments. Donc, s'il y a moins de sédiments, il y a moins d'occupations humaines qui sont enregistrées, naturellement. Même si on ne sait pas si cela correspond à juste une absence de dépôts sédimentaires ou si ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'occupation humaine tout ça. Je ne sais même pas ce qu'on cherche à ce moment-là. Ça veut dire que les êtres humains sont partis. En tout cas, c'est une question assez intéressante. Donc, pour rappel, juste quand je vous parle de transition Middle Stone Age, Later Stone Age, comme vous étiez tous là la semaine dernière, le Middle Stone Age, si je grossis le trait, voilà, au niveau un petit peu comportement technique, on va dire. Hein. Il y a des lames, il y a des pointes, il y a un peu de microlithes, de temps en temps, hein, vraiment pas beaucoup. Et le Valois, dont je ne vous ai pas parlé, qui est une technique assez importante. Et je vous en parle parce que je vais vous en parler après. C'est une méthode pour tailler la pierre qui est assez particulière. Voilà, on taille la pierre sur une surface et on la prépare. Et ça nous permet d'extraire des éclats, des pointes, des lames qui ont la forme tout à fait prédéterminée. Et leur silhouette, vous voyez, hein, ils se ressemblent tous, enfin, pas tous, je simplifie, mais ils se ressemblent, ils sont très faciles à reconnaître, etc. Donc, c'est un marqueur assez important aussi. On va en reparler après. Au Later Stone Age, on oublie le Levallois, voilà, je vous ai parlé, ça n'existe plus, mais on n'en trouve plus. Les pointes retouchées, telles qu'on les voyait au Middle Stone Age, toute cette variabilité dont je vous parlais là, et puis après on va parler peut-être de pointes de flèche, et encore c'est très localisé, etc. Mais là, ces pointes-là qui sont synonymes hein, de premiers chasseurs avérés, première lance, en tout cas avec des embouts lithiques en pierre, on oublie, il reste quand même des lames et beaucoup de microlithes. Voilà. J'ai grossi le trait, mais c'est à peu près ça. En Afrique australe, n'oublions pas aussi, il y a beaucoup, parce que c'est pas tout, hein, il y a plein d'autres choses, en particulier en végétal, voilà, en outil végétal, en reste végétal. La semaine dernière, je vous ai parlé un peu de poison. Sur des sites à Border Cave en Afrique du Sud, cette publication et ces découvertes très importantes sur ces résidus, sur les applicateurs de poison, sur les lances découvertes, ça a 50 000 ans quand même, autour de 50 000 ans, un peu moins, et donc qui sont en lien direct avec les pratiques subactuelles des chasseurs-cueilleurs en Afrique australe, les San en particulier. Nous sommes donc en Afrique de l'Est. Donc, moi qui travaillais un peu sur le Middle Stone Age, on a depuis longtemps, on a travaillé sur le Middle Stone Age. Moi, je vous ai parlé un petit peu de la grotte du Porc-Épic la semaine dernière, qui est là au milieu, au centre, normal. Donc moi, j'ai fait ma thèse dessus, mais après, c'était pas tout très bien, c'est intéressant. Il y a du Middle Stone Age, il y a du Later Stone Age, on a du mal, mais les datations, ça pose problème, donc on ne sait pas bien, etc. Donc ce qu'il faut, c'est investiguer d'autres sites autour pour voir si on n'a pas d'autres sites, naturellement, pour tracer et le Middle Stone Age et le Later Stone Age et cette transition Middle Stone Age, Later Stone Age dans son contexte climatique et environnemental lié au Big Dry. Donc c'est à la bien parce que ça concerne à la fois le Middle Stone Age, si on remonte très loin, ça peut être lié à l'origine des premiers Homo sapiens, ou lié à la première dispersion, premier bottleneck dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Ou, si c'est plus récent, ça peut nous parler et être contemporain des vagues de migration out of Africa, autour de 70 000 dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont on suppute qu'il y a eu des vagues, des dispersions humaines hors d'Afrique, pointées ou en Afrique de l'Est, hein, comme zone source. Vous savez, je vous l'ai dit, hein, Ève africaine en zone source, et probablement, depuis cette zone source, une dispersion en Afrique et hors d'Afrique. Juste un rappel, 70 000 ans, il y aurait peut-être une brutale modification du climat. Entre 50 et 25 000, des conditions plus modérées, c'est le stade isotopique 3 dont on parle en général, et entre 25 et 12 000, le Big Dry. Ça, c'est pour vous rappeler. Et voilà. Et si on remodélise, là, avec quelques données, si on regarde par rapport au dernier maximum glaciaire, on voit qu'il y aurait une expansion énorme du Sahara, etc., et finalement des zones, pas trop de zones, et l'Éthiopie, l'Afrique de l'Est, là, pourrait être une zone refuge. Donc, zone refuge, point d'interrogation. Donc pour ça, on a monté un projet qui s'appelle... c'est un projet de prospection et de fouille de grottes dans cette zone-là. Hein. Donc vous voyez, hein, on est dans le triangle de Lafar, à côté, pas loin de Djibouti, etc. Où il y avait donc Porc-Épic, et on a découvert en particulier un autre site, mais je vais en parler juste après. Des fois, c'est pas dans l'ordre. Un autre site, c'est Bouticha, dont je vais vous parler juste après. En fait, c'est une zone qui est super, parce que c'est une zone, il y a le triangle de Lafar qui est au milieu, hein, comme vous connaissez, la zone la plus aride d'Afrique, parce que c'est très très bas, c'est sous le niveau de la mer, etc., qui correspond à cette rencontre des rifts, hein, le grand rift éthiopien, et puis les rifts océaniques liés à la mer Rouge et au golfe d'Aden. Bon, peu importe. Mais en bordure de ces rifts, en bordure de ce triangle de Lafar, il y a un dôme, enfin bref, il y a des séquences de calcaire, il y a beaucoup de calcaire, du Crétacé, et dans ce calcaire, qu'est-ce qu'il y a? Des grottes. Donc on a beaucoup de grottes, on a beaucoup d'abris sous roche, il y a une concentration assez importante de sites qui sont assez connus, des fois c'est un peu connu au niveau art rupestre, au niveau art pariétal, il y a beaucoup de peintures dans cette grotte, et c'est un des plans du projet. Bref, c'est le lieu idéal dans ces montagnes, ou en bordure de ces montagnes, pour prospecter, trouver des nouveaux sites. On est dans une zone clé, hein, je vous rappelle. Zone clé pour l'émergence de Sapiens, pour sa dispersion, etc. etc. Donc c'est pas mal. C'est un enjeu assez intéressant. Donc on a visité beaucoup de sites qui étaient déjà connus, et on a trouvé de nouveaux sites. Et donc en particulier, celui dont je vous parlais, le site de Goda Bouticha. Je ne vais pas vous parler de Porc-Épic, mais un petit peu à la fin quand même. Donc ce site, magnifique site, etc., qu'on est parti fouiller, alors pour l'instant c'est assez modeste, qui est une séquence sédimentaire très très longue, avec des couches d'occupation humaine, beaucoup. Ça fait 2 mètres 50 quand même, hein, donc il y a de quoi. Et dedans, beaucoup d'artefacts, de restes de faune, je vais en parler, des restes de faune, des restes d'outils en pierre, des microphones, des charbons, des outils en os, bref, beaucoup de choses. Donc naturellement, ce qu'on a fait, on a vu que c'était intéressant, donc ce qu'on fait dans ces cas-là, hein, on essaye de comprendre la stratigraphie, hein, cette succession de couches, et essayer de voir quelles sont les modalités d'accumulation de ces couches, de savoir si c'est le vent, ou si c'est justement le ruissellement à l'intérieur de la grotte qui a apporté les sédiments, et puis naturellement, de voir si tout est en place. Des fois, ça bouge un petit peu, et de dater. Allez, on date. Alors ça, si on date plus maintenant, de toute façon, on publie plus, et c'est comme si on n'avait rien trouvé. Et donc, il apparaît, un peu à notre grande surprise, hein, je passe le côté macroscopique, on pensait, parce qu'il y a des cendres en haut, ce sont des cendres anthropogéniques, hein, des cendres liées à l'activité humaine, etc. Et on pensait que c'était là la limite entre les deux. En fait, rien à voir. Au milieu de la séquence, on avait vu une petite limite, hein, des sédiments qui ne se ressemblaient pas. Et c'est là où il y a une césure, en effet, et
on s'aperçoit que en bas, c'est ancien, et en haut, c'est très récent. Donc au début, on était un petit peu... mais en fait, c'est très très intéressant. Donc on a maintenant une très très bonne chronostratigraphie. On a tout daté au radiocarbone grâce à une équipe du muséum. En partie. C'est sur l'autre site surtout. Mais... Et en dessous, un peu avec les méthodes de datation par luminescence, etc. Et tout converge, tout va bien, donc tout est en place, c'est impeccable, c'est nickel. Donc en bas, on est entre 50 et 30 000 ans, et en haut, on est entre 6 000 ans et 1000 ans. Donc on a quand même un sacré hiatus. En fait, non, c'est entre 50 000 et 25 000. Donc on a un hiatus entre 25 et 6 000 ans, pile poil pendant le Big Dry dont je vous parlais. Donc là encore, ça ne solutionne pas notre problème, mais ça nous apporte beaucoup d'informations naturellement, d'autant que on a retrouvé beaucoup d'artefacts, beaucoup de pièces lithiques, du MSA, vous reconnaissez, hein, la semaine dernière on en a parlé en long en large, on en a jusque-là, beaucoup de pointes unifaciales, bifaciales magnifiques, en obsidienne aussi. Regardez, encore des pointes et des pointes et des pointes. Du Levallois dont je vous parlais tout à l'heure, cette fameuse méthode un petit peu particulière, qu'on retrouve un petit peu partout, hein, mais quand même, et des lames, beaucoup de lames, là je vous ai mis les photos directement, des lames, donc on est dans le MSA dont je vous ai parlé la semaine dernière, les images d'Épinal. C'est du Middle Stone Age, on est très bien, etc. Voilà du Levallois encore, voilà. Et on a trouvé aussi beaucoup d'éléments du Later Stone Age, comme ces microlithes, hein, ces magnifiques microlithes, on a des segments aussi qui mesurent 3-4 cm, etc., etc. On a retrouvé, je suis allé trop vite, mais on a retrouvé beaucoup de coquilles d'autruche percées, non, coquilles d'œufs d'autruche, sinon c'est pas facile. Coquilles d'œufs d'autruche percées, hein, ces éléments d'ornementation, etc., qui sont assez typiques du Later Stone Age, hein, c'est à ce moment-là où il y en a beaucoup. Là, et pas mal de restes humains aussi, donc ça c'est super. Dès qu'on a des restes humains, on est toujours très content. Voilà, bah, c'est de l'Homo sapiens. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin, on verra, mais bon, on a une quinzaine de restes humains, des dents, des phalanges, etc. C'est quand même pas mal. Mais quelque chose d'assez surprenant. Je vous ai dit assez brièvement, globalement, tout est en place. D'accord, ça n'a pas bougé, ou très peu. Et il se trouve qu'on retrouve en haut des éléments Later Stone Age, dont je vous ai parlé, mais avec beaucoup de Middle Stone Age. On est à l'Holocène il y a 6000 ans. Ça, c'est quelque chose qui n'existe plus. C'est-à-dire que là, normalement, à 6000 ans, si on parle de transition, par exemple, on passe d'un état à un autre, à un moment donné, il n'y a plus rien. Dans toute l'Afrique, normalement, il n'y a plus, au LSA, il n'y a plus de Levallois, dont je vous parlais, il n'y a plus de pointes unifaciales et bifaciales dont je vous parlais, au Middle Stone Age, il n'y en a plus. On a du Later Stone Age, mais avec beaucoup de Middle Stone Age. Et en bas, un petit peu inversement, on a un petit peu, hein, on a des microlithes en bas, mais on se méfie. Hein, les microlithes, quand ils sont en bas, en général, ils peuvent peut-être avoir descendu quand même un petit peu, on ne sait pas. Donc, bon, mais en tout cas, des pointes bifaciales comme ça qui remontent, là c'est plus compliqué, d'autant que c'est assez bien stratifié, tout est en place, etc. Et donc, la question, et c'est un petit peu comme ça qu'on l'a publié, comment peut-on parler de changement culturel ou de transition quand on a un hiatus de 25 000 ans? En plus, alors, est-ce qu'il y a une continuité technique, culturelle dans cette région, ou est-ce qu'il y a une rupture? Alors, rupture ou continuité, on ne sait pas. Alors, quand on met ensemble les deux grottes, celle de Porc-Épic et celle de Boutitcha, dont je ne vous ai pas parlé beaucoup de Porc-Épic, mais c'est pas très grave, ça se ressemble. Ils sont très proches, il y a le même environnement, il y a à peu près la même stratigraphie, on a des restes humains des deux côtés, on a des éléments mixtes, à la fois Middle Stone Age et Later Stone Age, tout à fait pareil. Et donc on a déjà ces deux sites. On va en trouver d'autres, hein, on en cherche d'autres, on en a d'autres, et puis on va continuer à fouiller celui-là. Mais sur ce, ça nous pose quand même beaucoup de questions dans cette zone clé, je vous le rappelle.
Est-ce qu'il s'agit de traditions locales avec des caractères mixtes, MSA, LSA? Alors ça c'est inconnu, mais bon, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut parler de transition MSA? Alors il y a 20 000 ans de hiatus dont je vous ai parlé, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut définir comme le Later Stone Age? Puisqu'on parle de changement culturel un peu partout, unique, etc. C'est assez compliqué. Alors là, on en vient après à quelle population? On a des restes humains, par chance, on a des restes humains dans les deux. Donc là, ça va être assez intéressant. À un moment donné, c'est assez difficile hein, d'étudier les restes humains, c'est assez sensible, c'est du patrimoine éthiopien. Donc c'est assez délicat pour aller faire des analyses sur... parce que vous allez me dire ADN, vous allez me dire tout ça. C'est assez compliqué et diplomatique, même si on est naturellement, hein, j'ai oublié de le dire, c'est une collaboration franco-éthiopienne. Hein, ou éthio-française, comme vous voulez. Donc, de quelle population s'agit-il? Y a-t-il un continuum ou un remplacement? Est-ce qu'il s'agit d'une zone refuge? Zone refuge, mais il y a un hiatus. Donc, à ce moment-là, il faudra aller regarder où dans les montagnes s'ils ne se sont pas réfugiés dans les montagnes. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire prochainement pour essayer de trouver justement ce hiatus. Et qu'est-ce que ça nous indique sur les... route de migration, puisqu'on a quand même une chronologie qui va de 70 à Port-Épic à peu près, 50 à Bouticha. Donc on est à la période, a priori, hein, de ces dispersions humaines vers où, on ne sait pas bien, mais en tout cas en dehors d'Afrique. En particulier, moi, à Port-Épic, j'avais été très très heureux de mettre en évidence quelques outils que vous avez là représentés, en photo ça aurait été mieux, qui sont très particuliers, qui sont un petit peu entre le Levallois et les lames, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est exactement les mêmes, retrouvés uniquement dans la vallée du Nil en Égypte. Est-ce que c'est un indicateur de migration? On n'a pas bien les dates en plus. Alors, dans quel sens? Parce qu'on sait aussi qu'il y a un back to Africa, hein, les populations humaines à la fin du Pléistocène, il y a, on va dire, 15-10 000 ans, sont aussi reparties, les populations en Europe sont reparties en Afrique. Donc, il y a des facteurs comme ça qui nous permettent d'essayer d'appréhender les migrations. Mais comment appréhender archéologiquement des migrations? C'est pas parce que j'ai un outil qui ressemble à un autre là-bas qu'on peut dire qu'ils ont migré. Et naturellement, il y a ce gros point d'interrogation sur le détroit qui est ici, vers la péninsule arabique, le Bab el-Mandeb, savoir s'ils ont traversé ou pas. Il y a des arguments pour et il y a des arguments contre, mais j'y passerai pas. Donc, zone assez clé. Donc ça, c'était mon premier exemple de... Comme pour faire vite, je peux en parler des heures. Le deuxième exemple... donc moi, mes projets en Afrique, c'était ça, hein, Middle Stone Age en Éthiopie, émergence et dispersion d'Homo sapiens, etc. Transition Middle Stone Age, Later Stone Age. Mais, à un moment donné, on a entendu parler de... enfin, c'est surtout par opportunité, mais ça tombait plutôt bien, puisque assez récemment, sur la dernière dizaine d'années, on a commencé à émettre l'hypothèse, au niveau génétique, que l'émergence d'Homo sapiens, la zone source d'Homo sapiens pourrait être en Afrique australe. Et j'adorais cette carte parce que ici on voit pas bien, mais c'était à la fois grosso modo en Éthiopie et en Namibie, donc au sud, en Namibie où un peu par hasard on a commencé à travailler pour de la coopération scientifique, etc. Et on a commencé à monter des projets en Namibie, entre le National Museum à Windhoek, la capitale, et à Paris, au Muséum, c'est ici, avec nous. Donc les objectifs, il y a plein d'objectifs, parce qu'il n'y a pas que la préhistoire, hein, il y a d'autres volets. Il y a un volet formation pour les étudiants, il y a un volet en ethnologie, enfin ethnoécologie, et un projet aussi, une partie très importante sur le volet patrimonial, et notamment le patrimoine archéologique, la gestion du patrimoine. Bon, mais je vous parle que de préhistoire. Et en arrivant, en commençant à travailler avec les collègues namibiens, c'était particulièrement intéressant parce qu'il y a peu de sites en Namibie, mais il y en a.
Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Peu de personnes, enfin peu d'équipes, beaucoup d'équipes allemandes avaient travaillé là-bas, mais finalement peu de séquences très très bien. Je vous ai parlé la semaine dernière de Apollo 11 en particulier, qui avait les plus anciennes tablettes peintes, autour de 27 000 ans, etc. Donc il y avait petite, donc c'était intéressant. Donc on s'est focalisé sur une zone au centre-ouest de la Namibie, là où il y avait déjà des sites un petit peu. Donc on a commencé, voilà, c'est une zone assez intéressante puisque c'est une zone historiquement peuplée par les Damara. Les Damara sont un peuple de langue khoisan dont on ne connaît pas les origines, donc c'était assez intéressant. Et puis au niveau des processus de patrimonialisation, comme il y avait des sites archéologiques, c'était assez intéressant. Ils ont une histoire chaotique, etc., etc. Donc c'était bien cette région. En plus, au niveau logistique, c'était pas trop compliqué puisque pas très très loin de la capitale. Donc il y avait, comme je vous l'ai dit, du patrimoine archéologique, dont beaucoup de rock art. Vous savez que c'est le paradis de l'art rupestre, la Namibie. Il y a la White Lady, je ne sais pas si vous... Enfin bon, il y a beaucoup de choses. L'abbé Breuil était allé travailler là-bas. Et il y a aussi des sites archéologiques, peu, mais il y en a, beaucoup sur le Later Stone Age, durant l'Holocène, ces 10 derniers milliards d'années, et quelques horizons Middle Stone Age. Donc, très bien, on y va. Bon, alors, cette zone, les Rongo, juste pour vous rappeler, c'est un pluton, on va dire un volcan, le plus important, le plus large de Namibie. Donc il y a eu des coulées basaltiques, c'est né de l'ouverture un petit peu de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. C'est une zone où il y a des hot points, là, enfin des zones chaudes. Oui. Bref, il y a une activité volcanique très importante, donc des coulées basaltiques, qui dit coulées, beaucoup de métamorphisme et du granit, bref, du granit, des gros boules de granit, donc des abris sous roche avec des occupations humaines potentielles. En fait, c'est une zone très très large. Moi, je m'étais dit, tiens, on va prospecter. J'étais là, la première mission, c'était 15 jours. Je vais prospecter, hop, on va balayer tout ça, et ça, hop, ça sera fait. En fait, ça fait 20 km par 20, c'est énorme comme zone. Donc, j'ai juste prospecté, pas beaucoup, mais un peu plus que ça. Et dans cette zone, on a découvert un site, un abri sous roche, comme vous pouvez le voir, sous une grosse boule de granit, qui est la grotte de Liepard Cave. Je vous passe les façons dont on l'a découvert, etc. C'était assez marrant. Et on a commencé à tester potentiellement, puisque j'avais testé le sédiment, il y avait beaucoup de sédiments, quelques restes archéologiques. Je me dis, c'est pas mal. Dont, je ne vous l'ai pas mis, dans une pointe qui ressemblait furieusement à une pointe de la méthode dont je vous parlais, une pointe Levallois, qui pourrait dater du Middle Stone Age. Si on est, je me suis dit, bingo, on a des niveaux Middle Stone Age, c'est exactement ce que je cherche, c'est bien, on va pouvoir comparer, c'est formidable. Et on y va, et on fouille, et c'est très intéressant, on y va, on fouille, avec les étudiants aussi, je vous ai dit, puisqu'on avait, et on retrouve plein d'objets, plein de perles en coquilles d'œufs d'autruche, comme je vous l'ai dit, même des boutons en coquilles d'autruche, beaucoup de faune, beaucoup d'outils en pierre, beaucoup d'outils en os, des pointes, comme vous pouvez voir ici, comme ça, des pointes en os travaillées, etc. Beaucoup de pièces d'ornementation magnifiques, etc., etc. Vient le temps des datations. Alors là, déjà, je me doutais. Je dis quand même pas. Et vient le temps des datations. Bing, 2000 ans, BP, donc before present, avant ici, daté au radiocarbone. Maintenant, on en a un petit peu plus grâce à nos collègues du muséum. Donc j'étais très déçu, quand même, parce que 2000 ans, moi je recherchais des choses très anciennes. Mais finalement c'était très intéressant, puis on n'a pas fini, il faut creuser. Plus on creuse, plus on est vieux normalement, donc on continue à creuser, on verra bien. Donc on a trouvé beaucoup de restes de faune, beaucoup d'outils en pierre, je passe très rapidement, même si j'ai vu Sofiane qui travaille sur des petits segments
des microlithes dont je vous ai parlé assez longuement la semaine dernière aussi, et là des petits segments comme ça, tout petits, des micro-segments, et on se demande bien à quoi ça peut servir. Et donc, Sofiane, un étudiant en master, va essayer de nous trouver à quoi ça pouvait servir en études tracéologiques. Bref, beaucoup de faune sauvage, principalement des petits bovidés, moyens bovidés, hein, tout ce qu'il y a encore actuellement, hein, d'ailleurs, hein, des gazelles, des springboks, etc. etc. Donc des antilopes. Il y a quelques carnivores, hein, très jolis, du chat. Bon, on ne sait pas si c'est du chat sauvage ou domestique, avec, vous voyez, la petite percée, une coquille. Donc sans doute que les occupants le portaient. Et des caprinés. Quelques dents de caprinés. Beaucoup d'animaux sauvages et quelques caprinés. Les caprinés, chèvres ou moutons, morphologiquement c'est très difficile à distinguer, donc on ne sait toujours pas. Mais des caprinés. Et on les a retrouvés dans les niveaux datés à 2000. Alors bon, très bien. Sauf que 2000 correspond à peu près aux plus anciennes traces de domestication animale en Afrique australe. Donc, très important, tout de suite, TikTok, on va dater directement là-dedans, hein, parce que là encore, on ne sait pas bien, on avait daté des charbons, on n'est pas sûr, on date directement là-dedans, 2300 ans, before present, plus ancien témoignage de domestication animale en Afrique australe, donc chèvre ou mouton. C'est pas mal. Donc voilà, si on voit sur la carte, hein, le point rouge là, et c'est un débat qui est très vif finalement en Afrique australe, justement sur l'arrivée de ces activités, de ces pratiques pastorales, quand, comment. Et il y a beaucoup à la fois d'arguments et il y a plusieurs scénarios. Alors, donc il y a un débat qui est lié justement à ça, à l'arrivée de ces premiers éleveurs. Et on lit ces premiers éleveurs aux premiers, ce qu'on appelle aux proto-Koko, c'est-à-dire les premiers issus de la langue Khoisan. Enfin, une partie, puisqu'il faut savoir, les co-speaking, donc les Koko, les populations Khoisan, il y a deux grands groupes, les San d'un côté, qui sont là depuis très très longtemps, hein, au moins 25-30 000 ans, qui sont locaux, autochtones, mais qui sont chasseurs-cueilleurs, ils ne sont pas éleveurs, donc ça ne peut pas venir d'eux, disons. Et les cocos, dont on imagine, avec génétique et tout ça, on va en parler, qu'ils arriveraient autour de 2000 ans, dont les Damara. Oui, c'est ça que je voulais dire, cocos, dont les Damara, c'est marqué en bas, les Damara, c'est la population qui vivait historiquement autour de l'Hipparcare. Donc voilà, tout le monde s'y met, il y a de la génétique, il y a de la linguistique, puisque c'est des langues à clic, hein, langue Khoisan, langue à clic, archéologie, ethno-archéologie, anthropologie physique, tout ça, on essaie de trouver, mais finalement on a très très peu d'arguments archéologiques. Donc on essaye. Alors il y a un premier modèle qui dit, bon très bien, ça c'est l'arrivée des premiers éleveurs, les premiers éleveurs, génétiques appuyés sur des études génétiques, disent, voilà, ils viennent d'Afrique de l'Est. Et ils ont pointé cette route, ici, là, donc depuis l'Afrique de l'Est, pendant le Later Stone Age, et le Western Route, c'est-à-dire le long de la côte atlantique. Il y en a d'autres qui disent, donc ça c'est en effet supporté par des analyses génétiques, hein, de la population actuelle, hein, de la diversité de la génétique de la population actuelle. Il y en a d'autres qui vont dire non, c'est plutôt à gauche, les linguistes en particulier, etc. Bref, autour de 2000 ans, il y en a qui supportent la migration. Le seul problème, c'est que, archéologiquement, on n'a pas de preuves de migration. On en revient comme tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait nous aider archéologiquement à dire, attendez, il y a une migration. Donc, qui dit migration dit groupe assez important d'éleveurs qui arrivent de quelque part. Du nord. Là, déjà, ça, on est bon. Parce qu'on peut pas on est au bout du nord. Donc,
parce qu'on n'a pas retrouvé de restes humains en particulier. Il n'y a pas de restes humains qui sont associés aux chèvres, aux moutons en général, etc. Donc on n'a aucune idée finalement, archéologiquement, s'il s'agit ou de migration de ces premiers éleveurs, ou, comme certains archéologues justement commencent à dire, à pousser en disant non, attendez, là on parle peut-être plutôt de diffusion. Diffusion culturelle, c'est-à-dire que c'est pas, grosso modo, c'est pas les hommes qui se déplacent, c'est les moutons les pratiquent. Voilà. Par percolation, petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a un groupe, et puis il y a un autre groupe qui prend un peu de ces pratiques, qui apprend, toc, et on se passe, et que, pourquoi pas, ça pourrait même être des pratiques qui sont arrivées par percolation comme ça, jusque auprès des chasseurs-cueilleurs autochtones de l'époque, les San. Mais là encore, donc c'est ce qu'on appelle les hunters with sheep, les sans S d'ailleurs, sheep, hein, je crois qu'on met jamais de S. Donc les chasseurs avec moutons. Voilà. Donc on est dans ce modèle. Leur argument pour la diffusion culturelle, c'est de dire que donc on n'a pas de preuve de pastoralisme total, parce que le pastoralisme, c'est bien d'avoir 2 dents de chèvre, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient éleveurs. Hein, on est plutôt, nous à la limite, dans ce qu'on a trouvé, on dirait plutôt chasseur-cueilleur avec 2 chèvres. On n'a pas tout ce qui va avec, hein, l'économie centrée autour comment on appelle ça, quand on a plusieurs troupeaux, voilà. Troupeaux, il n'y a pas de symbolisme lié justement à ces pratiques d'élevage, etc. L'organisation sociale, nanana. Et en plus, on a déjà vu dans le passé, historiquement, les San chasseurs-cueilleurs avoir switché comme ça, pas complètement, mais d'avoir quelques chèvres ou moutons, alors qu'ils sont chasseurs-cueilleurs. Bref, donc c'est un argument, un contre-argument pour dire qu'il n'y a pas de migration. Donc on est en plein là-dedans, on ne sait pas bien comment s'en dépêtrer, surtout avec 2 dents de chèvre. Donc il y a d'autres choses qui sont assez importantes. Alors donc si c'est pas les hommes, c'est les chèvres et les moutons qui sont partis. Et donc là il y a aussi des analyses génétiques, non pas sur la diversité génétique humaine, mais sur la diversité génétique des moutons ou des chèvres. Et vous ne savez peut-être pas, mais dans les moutons et les chèvres, il y a les moutons et les chèvres à queue grasse et les moutons et les chèvres à queue fine. Et donc tout ça, c'est tracé. Et donc, on voit bien, ça correspond bien d'ailleurs, que depuis l'Éthiopie, là, c'est exactement la zone où on fouille, jusqu'en Namibie, il y aurait cette passage de cette migration, pour le coup, des moutons à queue grasse. Bon, bref, il faut que j'aille vite là, je crois. Donc ce qui est important, c'est que on fasse des analyses génétiques, parce qu'en plus, je vous ai pas dit, mais très brièvement, dans le coin, on a une race endémique de chèvres et de moutons, les Damarachip et les Damaragoutes. Et donc il faudrait comparer pour voir. Ça se trouve, c'est les premières chèvres, et nos chèvres sont liées avec leurs chèvres. Bref. J'ai presque fini, tout va bien. D'autant que pour revenir à l'Éthiopie, dans les niveaux supérieurs, qu'est-ce qu'on a trouvé nous aussi dans les niveaux supérieurs? Des restes potentiels de caprinés, autour de 3000. On n'est pas encore sûr, hein, parce que là, pour le coup, c'est pas des dents, etc., etc. Et puis aussi, on a, au niveau des peintures rupestres, des représentations qui associent, je l'ai laissé en anglais, des moutons à queue grasse et des bœufs sans bosse. Or, vous savez, les bœufs à bosse, les zébus, on sait qu'ils arrivent à peu près dans le coin au début, au 1er siècle, mi-1er siècle après Jésus-Christ. Donc on a ces peintures qui sont peut-être contemporaines aussi de nos chèvres et moutons, grosso modo, d'Afrique centrale. Donc on a un lien direct entre les deux terrains, au niveau de la diffusion, au niveau des migrations et au niveau des transitions. Mais, je crois que c'est fini. Hein. Ouais, donc ce qu'il faudrait faire, c'est des analyses génétiques entre les deux. Bon, ça, on s'en doute. Ah non, je n'ai pas fini, oui. Mais on n'a toujours pas de bonhomme. Je le fais très vite. On n'a pas de bonhomme. Donc ça, c'était en 2007, c'était les premières fouilles. Donc on a élargi naturellement. On a trouvé deux, trois dents de caprinés, de chèvres ou de moutons. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? Naturellement, ils sont à l'intérieur parce qu'ils ont été mangés, etc. Mais c'est pas là qu'ils étaient gardés. Ils étaient gardés à l'extérieur. Donc on va fouiller à l'extérieur. Donc d'une part, on a continué à l'intérieur. On a trouvé des
mandibule de caprinée, très bien, ça renforce. Et à l'extérieur, on a cherché pour trouver des enclos, etc. Mais pas de moutons, pas d'enclos, rien, mais des restes humains. Et alors là, fantastique. Des restes humains. On parle de migration, pas de migration, etc. Là, on se dit, c'est fantastique. En plus, c'est des restes humains qui sont assez particuliers. Ils sont tous brûlés. Ils présentent des traces, oui, des coupes, quoi, voilà. En tout cas, sans doute faites à un outil en pierre, sans doute, etc., etc. Bref, quelque chose d'assez particulier. Ne manquait que la date. Donc là, j'aurais pu faire le suspense, parce qu'on peut dire, parce que si ça a 2000 ans, c'est bingo. On est à la même période que les chèvres et les moutons. Et là, on peut tout imaginer, là. Mais nos amis du muséum ont préféré les dater à 6000, ce qui est très très bien et on est très content. Mais en tout cas, il ne s'agit pas des premiers éleveurs. Il s'agit des ancêtres ou de ceux juste avant. Et en tout cas, dans tous les cas, c'est fort intéressant, hein, parce que il s'agit pas, on s'éloigne un petit peu du sujet justement transition-migration des premiers éleveurs, mais on se rapproche de gestes, en tout cas de pratiques pré-pastorales qui sont assez inédites, et en particulier au niveau mortuaire, qu'on peut estimer mortuaire de ces éleveurs, et ça n'a jamais été découvert autre part. Enfin bref, tout ça reste bien compliqué. On continue à travailler sur le local pour essayer d'avoir comme ça ce puzzle qui se construit. Et je vous remercie énormément, même si j'ai débordé un tout petit peu. Il y avait une carte qui montrait l'environnement pendant le Big Dry, et puis en dessous, il y avait une période humide africaine, oui, au cours de l'Holocène, et apparemment, en Afrique de l'Ouest, il y avait noté au niveau des couleurs de la savane. Alors, la question, en fait, c'est à quoi ressemblaient tous les sites qui sont maintenant semi-désertiques, les fameux sites paléontologiques Est-Turkana, Hadar, à quoi ressemblaient ces lieux-là pendant cette période africaine humide ? Alors, par exemple, pour le Turkana, en effet, c'est un bassin. C'est le bassin de l'Homo Turkana. Donc, dans cette African humid period, on a, dans le Turkana, mais aussi dans le Choubaïr qui est juste à côté, on a tous les enregistrements. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Et en effet, il apparaît que c'était plus humide qu'à l'actuel, un peu plus humide, c'était pas non plus drastique, hein, un peu plus humide, et donc sans doute que les lacs étaient plus étendus, et l'Homo aussi, donc forcément, puisque l'Homo amenait beaucoup plus d'eau et de sédiments, et donc les sites ont été préservés de toute façon, puisque les sites sont déjà, plus on va à l'est, plus ils sont anciens, ça faut le savoir aussi, plus on s'éloigne du lac, plus à l'est, plus ils sont anciens, donc de toute façon ils ont été préservés. Et par contre, ça a sans doute permis aussi de dégager ces sédiments plus récents pour découvrir les sédiments plus anciens et arriver à des niveaux à 4 millions. Moi, quand on prospectait, par exemple, sur un site dont je vous parlais à la première séance d'info, à Fégège, qui date de 2 millions d'années, grosso modo, on prospectait à Fégège dans des niveaux très près du lac, pas très loin du lac actuel qui est en train de se rétrécir, le lac Turkana, c'est plus ce que c'était. Hein. Et on commençait à prospecter, donc là c'était très bien parce qu'on avait des niveaux justement qui affleuraient, qui étaient datés de 2 millions d'années. Par contre, on a commencé à prospecter plus à l'est, et là pour le coup on était directement dans des sédiments qui n'avaient pas 2 millions, donc pour rechercher les premiers outils c'était pas pratique, mais par contre pour trouver des restes d'Australopithèques, comme on a trouvé, autour de 4 millions, là c'était parfait, parce que justement ça avait affleuré. Voilà, donc pas de souci pour les sites. Au contraire, ça lave. Un sujet que je vois assez rarement abordé dans les phénomènes de migration, c'est l'impact d'éventuelles migrations par la mer
avec en parallèle l'exploitation des ressources halieutiques, enfin de tout ce qui est au bord du plateau continental. On sait que les hommes ont développé des capacités de navigation il y a déjà très longtemps. Oui. On peut imaginer que des populations aient pu beaucoup plus facilement et plus rapidement bouger lors de ces grandes vagues de changement climatique. Est-ce qu'on observe quelque chose lors de ces différentes phases? Est-ce qu'on a des traces? Est-ce que c'est étudié plus spécifiquement? Oui, alors les preuves, comme vous dites, de navigation pour les temps anciens, on va dire, ils sont indirects. Naturellement, on n'a pas la préservation des moyens de navigation. Par contre, en effet, en Australie, qui n'a jamais été rattachée à un continent, bon, il y a du monde à 60 000 ans. Donc, visiblement, il y a 60 000 ans. Mais plus que ça, à Flores, l'île de Flores, en Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est, bon, il y a eu beaucoup de ponts, comment on appelle ça, terrestres, au gré justement du niveau marin qui monte ou qui descend. Mais l'île de Flores n'a jamais été rattachée. Et il y a des outils en pierre dans des niveaux datés à 800 000 ans. Oui, 800 000 ans. Donc depuis 800 000 ans, visiblement, ils ont traversé, mais ce ne sont que des traces indirectes, naturellement. On n'a pas de fondement. Par contre, à Flores, on sent aussi après qu'il n'y a pas si longtemps, il y a l'homme de Flores. Donc il se peut qu'il y ait eu un continuum en plus populationnel jusqu'au fameux homme de Flores qui date de... Quelqu'un peut m'aider là? Voilà, 18 000 ans. Alors moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à cette migration. Vous savez, l'Afrique, c'était un continent qui est beaucoup plus conservateur du point de vue culturel et beaucoup de choses. Alors, il y a vraiment une très grande différence du point de vue entre l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. Et entre les deux, il y a tout un gap, le Sahara, tout ça. Et donc, du point de vue migration, on pouvait plus accentuer par rapport à la transhumance ou au nomadisme. Quand on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de cultures ou même avant, qui pratiquaient de l'élevage, par exemple les Peuls qui sont beaucoup plus connus en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, et qui remontent jusqu'en Afrique de l'Ouest. Et donc du coup, cette migration peut avoir l'impact, bien évidemment, sur le point de vue de l'environnement, pour la faune ou l'élevage, par exemple, tout ce qui est échange culturel. Et est-ce que ça on peut avoir comme vous le dites, des objets ou des outils archéologiques qui prouvent que voilà, on pouvait à un moment donné situer cet échange entre ces différents espaces-là. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que l'Afrique du Nord en particulier, c'est un autre monde. L'Afrique de l'Ouest, il y a quand même un petit souci de conservation. Donc on a des données encore plus éparses. Il y en a, hein, il y a beaucoup de... Mais on a quand même, il reste quelques soucis. L'Afrique du Nord est à la fois un autre monde, et à la fois, en effet, à la faveur des changements climatiques, parce que le Sahara n'a pas toujours été jaune. Des fois, il a été vert. Donc, à la faveur de ces changements climatiques plus humides, en effet, le Sahara n'a pas toujours été une barrière. Pour les périodes plus anciennes, en fait. C'était ça, non, un peu? Pour les périodes plus anciennes. On a un gros problème terminologique, d'une part. Et ça encore, c'est un petit peu comme j'avais parlé des premiers hommes et des premiers outils, on a à un moment donné décidé que c'est que les hommes qui font les premiers outils. Et là, c'est un petit peu pareil. On a décidé de but en blanc que l'Afrique du Nord, qui était plus francophone, c'était différent de l'Afrique subsaharienne. Donc, en Afrique du Nord, on va appeler ça le Paléolithique, et en Afrique subsaharienne, on va appeler ça le Stone Age. Et à partir de là, finalement, là encore, les phénomènes de transition, de migration, etc., entre ces deux zones n'ont jamais vraiment été abordés. La terrien, alors,
beaucoup on milite. Moi je milite, mais un peu tout seul, parce que je connais pas bien non plus l'Afrique du Nord, hein, je suis plus Afrique subsaharienne, mais je milite un peu avec d'autres collègues pour qu'on revoie cette terminologie et de dire, mais attendez, en plus ça prête à confusion. Paléolithique moyen, paléolithique supérieur, bon, on est en Néandertal, etc. Donc ça prête à confusion. Donc je serais plutôt pour qu'on adopte une terminologie suivant les connexions qu'on peut voir entre principalement les industries lithiques, qu'on adopte une terminologie identique. On a publié quelque chose en particulier sur la vallée du Nil, dans ce sens, en haut de la vallée du Nil, où on a des phénomènes de technologie lithique, de comportement technique qui sont différents. Les milieux sont différents, mais on retrouve des socles techniques qui sont assez communs. Donc appelons le paléolithique moyen ou le paléolithique supérieur d'Égypte, revoyons un petit peu tout ça pour voir Middle Stone Age, Later Stone Age plutôt. Et c'est la même chose avec la terrien, par exemple, du Sahara. C'est une tradition, disons, culturelle assez particulière, hein, avec ces pointes qui ont des pédoncules, etc. Donc des pointes de flèches, là, complètement. Mais techniquement, technologiquement, on a des connexions avec le Middle Stone Age, avec l'Afrique de l'Est. Ça ressemble un petit peu. C'est différent, c'est normal. De toute façon, durant cette période, tout est différent. Sur ce, on a rarement, et il y en a qui le font hein, quand même actuellement, qui abordent plus sérieusement. Mais c'est assez récent, et j'ai pas eu le temps de lire l'article d'ailleurs, tellement c'est récent, sur cette période de Sahara vert, pas vert, et comment il a pu être traversé, et les connexions qu'il y a pu avoir entre le nord et l'est, ou le nord et l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest reste, à mon sens, hein, un petit peu trop en retrait, parce qu'on a des images un petit peu encore floues. Heureusement, ça va changer.